L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 28 septembre 2020. COVID-19, 38 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. COVID-19, le comité organisateur de Montmagny des fêtes du 375e révise sa programmation. Malgré l'annulation du défi à la place Montel, la campagne Défi Tête rasée le camp mobilise la région. Toujours sur la COVID-19, nouvelles mesures préventives dans les infrastructures récréatives de la ville de Montmagny. La pandémie, Québec et Montréal passent au rouge. Et au sport, le match de l'Everest du week-end a été annulé et les résultats des parties de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. En date du 25 septembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 38 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 1098 personnes infectées. 17 personnes sont hospitalisées, dont 5 en soins intensifs. Le total des personnes rétablies est de 802. Un décès supplémentaire portant à 15 le nombre total en Chaudière-Appalaches. La personne décédée résidait à la ressource d'hébergement Le Cristal. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, et la résidence offrent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches de cette personne et leur font part de leur soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 18 cas au total pour 16 cas de guéris de la COVID-19, ce qui se traduit par 2 cas actifs au final. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 20 cas au total pour 13 guéris, dont 7 cas actifs actuellement. Résidence privée pour aînés, la Seigneurie de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés, Jeanne d'Arc-Filion à Saint-Nazaire, aucun nouveau cas. On dénombre 5 cas actifs chez les résidents et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Ressources d'hébergement Le Cristal à Thetford, un décès et aucun nouveau cas. On dénombre 20 cas actifs chez les résidents, 12 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. En raison de la pandémie et des mesures sanitaires qui changent rapidement, le comité organisateur de Montmagny pour les fêtes du 375e anniversaire de fondation de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud a décidé de jouer de prudence et de réviser sa programmation pour s'assurer que la population puisse célébrer, peu importe l'évolution de la situation. Les efforts seront donc principalement mis sur la réalisation de legs concrets plutôt que sur l'organisation de grands rassemblements. Conclusion, on célébrera en 2021. Les fêtes du 375e seront différentes, mais tout aussi intéressantes. Déjà, 4 projets figurent sur la liste d'éléments qui viendront enjoliver le paysage manimontois au cours de la prochaine année et laisseront une trace tangible. À ces projets de legs s'ajoutent certaines activités déjà prévues à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud
et à l'île aux Grues, ainsi que des projets héritage issus de la communauté qui seront dévoilés prochainement. L'année 2021 arrive à grands pas et notre comité travaille déjà très fort à l'intérieur des paramètres de la santé publique pour permettre aux Manimontois, aux Pierrois et aux Gruois de célébrer leur histoire. Je ne vous cacherai pas que le contexte de la pandémie ne nous facilite pas la tâche, mais soyez assurés que nous aurons de magnifiques fêtes. Quelques éléments des festivités seront d'ailleurs annoncés dans les prochaines semaines, alors que d'autres pourraient venir bonifier la programmation dès que les conditions le permettront, a confié le coordonnateur des fêtes, Jean-François Roy. Devant l'évolution de la situation en lien avec la COVID-19 et le resserrement des consignes de santé publique, le défi Tête rasée le camp de Montmagny, qui devait se dérouler le 26 septembre prochain, ou dernier, bien sûr, c'était hier, c'était samedi plutôt, donc à la place Montel, a été annulé. Cependant, la campagne dans la région s'adapte et le mouvement de solidarité envers les familles d'enfants atteints de cancer se poursuit. La vingtaine de participants inscrits ont été invités à relever le défi en privé, dans le respect des règles sanitaires en vigueur ou dans le cadre d'un défi virtuel organisé et animé par le camp. La campagne 2020 Défi Tête rasée le camp de Montmagny se conclura cette semaine dans une rencontre virtuelle organisée par le camp avec le rasage des présidents d'honneur, messieurs Marc-Antoine Leblond, copropriétaire d'Okipneu André Ouellette, et Daniel Lachance, pharmacien propriétaire Uniprix, et le dévoilement du montant total amassé jusqu'à maintenant par tous les participants de la région. Le camp tient à souligner la générosité de Proxime, présentateur de l'événement pour une 5e année, de Mia, qui a créé pour une 6e année les boucles d'oreilles de l'Espoir Le Camp, un bijou vendu au profit de l'association, de l'humoriste Dominique Paquette, porte-parole provincial bénévole du défi Tête rasée le camp pour une 9e année consécutive, et de Subway. Le camp remercie également ses partenaires régionaux, Okipneu Ouellette, Groupe Uniprix Daniel Lachance pharmacien, Café Bistrot au coin du monde, Solutions financières Maxime Bernier, Desjardins Entreprises, Mallette, Morin Bilodeau Notaire, Base 132, Anthony Daniel photographe, CEMA TV, Loi Blanche et la radio de Montmagny. Afin de réduire les risques de propagation du coronavirus, de nouvelles mesures préventives entrent en vigueur dans les infrastructures récréatives extérieures et intérieures de la ville de Montmagny. On en parle après la pause. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Afin de réduire les risques de propagation du coronavirus, de nouvelles mesures préventives entrent en vigueur dans les infrastructures récréatives extérieures et intérieures de la ville de Montmagny. Ces nouvelles consignes touchent principalement le nombre de personnes présentes dans ces lieux publics et sont associées au niveau d'alerte orange, soit le 3e palier d'alerte en vigueur en Chaudière-Appalaches depuis le 20 septembre dernier. Tel que spécifié par l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, en lien avec les directives de la santé publique et du gouvernement du Québec,
le nombre maximal de personnes autorisées a été réduit. Dans le cadre d'activités organisées dans un lieu public intérieur et extérieur, il sera permis à 25 personnes, incluant les participants et le personnel d'encadrement, de se rassembler en même temps sur un plateau sportif, tandis que la limite est d'un accompagnateur spectateur par participant jusqu'à un maximum de 25. Précisons que les participants en situation de jeu et les spectateurs sont considérés comme deux rassemblements distincts. Cette mesure touche notamment les activités se déroulant à l'Aréna de Montmagny. Les organismes usagers veilleront donc à la compréhension et à l'application de cette dernière. La mesure s'applique également dans l'enceinte de la piscine municipale Guylaine-Cloutier. D'ici le début des activités aquatiques prévues le 5 octobre prochain, la Ville de Montmagny informera les citoyens des nouveaux ratios autorisés dans les vestiaires, dans les groupes de participants et autres. Dans le cadre d'activités extérieures en pratique libre, dans un endroit public fermé, le nombre de participants est déterminé par les gestionnaires des sites selon la capacité d'accueil jusqu'à un maximum de 25 personnes en même temps par plateau sportif. Cette consigne s'appliquera donc aux infrastructures extérieures suivantes: le terrain multisport La Prise, le terrain de baseball du parc Marcel Desjardins, le pump track du parc Saint-Nicolas, ainsi que le skatepark, les terrains de tennis et la surface multisport du parc récréatif. Mentionnons que la distanciation physique, le port du couvre-visage, ainsi que toutes les mesures sanitaires en place, lavage de mains, respect des horaires et autres, demeurent effectives dans les infrastructures récréatives extérieures et intérieures de la ville de Montmagny. En respectant les mesures et en évitant les rassemblements, nous protégeons nos êtres chers ainsi que toutes les personnes vulnérables pour qui le virus pourrait avoir des répercussions dramatiques. La compréhension et la collaboration de tous les citoyens est évidemment souhaitée pour éviter la propagation du coronavirus dans notre région, a exprimé Rémi Langevin, maire de la ville de Montmagny. La ville rappelle que la situation concernant la propagation de la COVID-19 est évaluée régulièrement afin de définir les alignements en fonction des consignes gouvernementales et de la situation qui prévaudra à ce moment. Les résidents peuvent également obtenir des indications en téléphonant à la ligne d'information du gouvernement du Québec en composant le 1-877-644-4545. L'augmentation des nouveaux cas de COVID-19 qui s'accélère rapidement dans plusieurs régions fera basculer notamment Québec et Montréal en zone rouge. Selon le Journal de Québec, le nombre de cas au Québec a explosé de 75 % cette semaine par rapport à la précédente. La province a ajouté 896 nouveaux cas dimanche. Seulement pour la capitale nationale, 120 nouvelles infections sont signalées, dont une éclosion à l'hôpital du Saint-Sacrement, où 5 personnes sont touchées dans l'unité de médecine et aux soins intensifs coronariens. Sur la rive-sud de Québec, la situation devient très préoccupante, alors qu'on atteint un nouveau sommet de 57 cas. Des 4 décès supplémentaires observés au Québec, 2 proviennent de la Chaudière-Appalaches. À Montréal, on enregistre 375 nouveaux cas. C'est 100 de plus que la veille. Ces augmentations ont convaincu le ministre de la Santé, Christian Dubé, de faire passer Québec et Montréal en zone rouge, soit le niveau d'alerte maximal, dès cette semaine, a indiqué TVA Nouvelles dimanche. Le gouvernement n'a jamais dévoilé précisément quelles seront les mesures pour ce dernier palier. Le ministère de la Santé mentionne pour l'instant que les mesures seront plus restrictives, pouvant aller jusqu'à faire cesser les activités non essentielles. Il n'est pas non plus impossible que les bars et les restaurants soient fermés à nouveau. Il va y avoir des décisions difficiles pour les bars et les restaurants, a mentionné le ministre Dubé en entrevue à Tout le monde en parle, dimanche soir. Ce qu'on va dire aux gens, ça va être restez chez vous, a-t-il lancé. Le gouvernement a toutefois toujours dit vouloir éviter, autant que possible, un confinement généralisé comme lors de la première vague. Or, un tel confinement n'est pas du tout impossible selon le directeur de santé publique de Laval, le docteur Jean-Pierre Trépanier. Même si ce n'est pas ça qui est envisagé et que ce n'est pas vers ça qu'on veut aller, cette éventualité-là ne peut pas être écartée si on voit que l'épidémie continue de progresser
a-t-il raconté en entrevue dimanche. D'après Christian Jacob, président de l'Association des microbiologistes du Québec, les efforts demandés par le ministre de la Santé sont probablement arrivés trop tard pour éviter ce passage au rouge. On s'enligne pour continuer sur ce rythme-là d'augmentation pendant 1, 2, peut-être 3 semaines, estime-t-il. D'après lui, même si le gouvernement a demandé à limiter les interactions au strict nécessaire, il faudra attendre quelques semaines pour voir les fruits de cet effort. Selon Nima Machouf, épidémiologiste, l'atteinte des 1000 cas quotidiens n'est plus qu'une question de temps. Les hospitalisations augmentent, les décès augmentent. Ce sont toujours des indicateurs plus tardifs. S'il y a un décès, il survient 1 mois après l'infection, a rappelé la spécialiste en entrevue sur LCN. Il ne faut pas qu'on attende un taux de mortalité élevé avant de commencer à agir. D'autant plus qu'en date de samedi, 48 résidences privées pour aînés et 21 CHSLD étaient sous surveillance en raison de cas de COVID-19. La santé publique de Chaudière-Appalaches implore par ailleurs les citoyens de changer leurs habitudes maintenant, avant que les urgences ne soient encombrées en raison de la grippe automnale et qu'on ait des choix déchirants à faire. Dans les 5 premiers mois de la crise sanitaire, la région a enregistré seulement environ 525 cas et 8 décès. Mais dans les 2 derniers mois, la situation a pris une tournure inégalée, ajoutant quelques 650 autres infectés et 10 décès supplémentaires d'après l'adjointe à la Direction régionale de santé publique, Julie Lambert. La situation est très inquiétante. On n'était pas du tout habitué à ça dans la première vague. La courbe est très à pic en ce moment. Ça va très, très vite, souligne-t-elle, rappelant à la population que c'est elle qui a le pouvoir d'éviter une catastrophe en réduisant ses contacts. Et les citoyens doivent rapidement se responsabiliser, indique Mme Lambert, parce que la COVID-19 semble être plus contagieuse que lors de la première vague, ce qui accélère la propagation. Une autre inquiétude de la santé publique, c'est que cette propagation du virus ne soit pas freinée dans la région avant la saison de la grippe, qui taxe déjà le réseau de la santé de façon importante. Avant longtemps, il va y avoir un problème. En ce moment, c'est le temps de se donner une chance. Parce que si rien ne change, avec l'apparition des autres virus dans les prochaines semaines, ça risque de faire mal dans les urgences, affirme Mme Lambert. On ne veut pas se retrouver à faire des choix déchirants comme dans certaines juridictions, conclut-elle. Dans quelques instants, les sports. À toi, qui sait que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Penser mieux. Dormir mieux. Vieillir mieux. Guérir mieux. Créer mieux. Apprendre mieux. Respirer mieux. Rire mieux. Diriger mieux. Réfléchir mieux. Travailler mieux. Connecter mieux. Décompresser mieux. Sourire mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Et vous, qu'allez-vous faire de mieux? Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Côté sport, la Ligue de hockey junior 3A du Québec a annoncé vendredi dernier que le défi Bauer sera mis sur pause, le temps d'évaluer la situation au Québec. Conséquemment, il n'y a pas eu de match ce vendredi 25 septembre à l'Aréna de Montmagny. C'est donc dire que le circuit attendra des mesures plus définies de la part de l'Agence de la santé publique de Hockey Québec et du ministère de l'Éducation, et responsable du loisir et du sport, pour aller de l'avant. Soulignons qu'aucun cas de COVID-19 n'a été répertorié parmi les joueurs, personnels ou tout autre membre de la Ligue de hockey junior 3A. Notre priorité continue d'être la sécurité des joueurs, du personnel, des arbitres, des commanditaires et de nos partisans, dit Kevin Fixby, commissaire de la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Nous allons nous assurer que tout ce monde est bien en sécurité
avant de reprendre le chemin de la patinoire. La direction du circuit souhaite cependant commencer sa saison 2020-2021 le plus tôt possible. D'ailleurs, nous aurons Luc Carbonneau, commentateur pour l'Everest à compter de 8h35 pour nous parler justement de la situation actuelle de l'Everest. Donc, c'est à ne pas manquer sur nos ondes dans quelques instants. C'est samedi, le 26 septembre, que la 9e saison de la Ligue de hockey olympique de Montmagny débutait. Les gagnants de la série 2020, le groupe MG, recevaient Hockey Pneus André Ouellette, Fix AC pour la toute première partie. Avec 2 buts rapides en première période, Hockey Pneus André Ouellette, Fix AC, a tenté d'imposer leur rythme à cette partie. Ces 2 buts ont cependant réveillé les hommes de Frédéric Caron, qui ont répliqué avec une avalanche de buts repartant avec une victoire de 10-5. Les marqueurs pour le groupe MG sont Frédéric Caron avec le tour du chapeau, 3 buts, bravo. François Lavoie, 2 buts. Francis Nicole, David Godreau, Étienne Simoneau, Jason Blais et Étienne Simoneau avec chacun un but. Pour Hockey Pneus André Ouellette, Fix AC, Charles Proulx avec un tour du chapeau, et Jérémy Gontier et Philippe Boivin-Bernard se sont inscrits sur la feuille de pointage. Pour la deuxième partie, Restaurant La Rive recevait Pétrole Montmagny. Il fallut attendre la toute fin de la première période pour avoir le premier but de la partie par Restaurant La Rive. Étant dominé par l'attaque de leur adversaire, Pétrole Montmagny n'a pas réussi à percer la défense de leur adversaire, s'inclinant par le marque de 6-0, offrant par le fait même le premier blanchissage de la saison au gardien Alexandre Croteau. Les marqueurs pour Restaurant La Rive sont Thomas Gay avec 3 buts, Olivier Chouinard, Benoît Picard et Charles Lamonde. L'action reprenait rapidement le dimanche 27 où, pour la première fois, les 6 équipes prenaient part au jeu la même journée. Le tout a débuté alors que Physio Optimum recevait la nouvelle équipe, les Armoires Mathurin. La partie fut serrée du début à la fin, alors que chaque fois qu'une équipe prenait les devants, l'autre répliquait assez rapidement et aucune des deux n'a réussi à partir avec la victoire. La marque finale est de 5-5. Vincent Boulay a compté 2 buts. Félix Guimond également 2 buts. Jérôme Lamonde a marqué pour les Armoires Mathurin. Du côté des Physio Optimum, Patrick Aymon 2 buts. Rémi Choulard, Shane Pelletier et Sébastien Mercier ont été les marqueurs. On vous rappelle que ce soir, ce sera le match qui opposera les Stars de Dallas au Tampa Bay. Donc, ce sera le 6e match ce soir. Déjà, Tampa Bay mène 3-2. Est-ce que Dallas pourrait niveler et qu'on puisse avoir un 7e match? C'est à suivre, mais je vous assure que c'est du bon hockey. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 635 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. C'est qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière, t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein?
Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, avec la fin de semaine qu'on a connue, est-ce que c'était encore l'été? Quelle merveilleuse fin de semaine on a connue. Samedi et dimanche, c'était chaud. Un vent chaud. Écoutez, j'étais assis sur le patio, moi, jusqu'à 7 heures hier soir. Un bon vent chaud du sud, là, qui était bien présent hier soir. Merveilleuse fin de semaine. J'espère que vous en avez profité. On pourrait même dire là, que l'automne qui est arrivé la semaine passée va arriver cette semaine. Et vous allez voir pourquoi. D'abord, on va aller voir notre image radar qui démontre là, qu'il y a une dépression qui va nous affecter. Là. Elle est en direction d'ailleurs pour nous atteindre. Elle est au-dessus des Grands Lacs et devrait possiblement nous atteindre au cours de la journée. Il y a aussi des zones de pluie au sud du Québec. Donc, voilà pour cette image radar. Ça se traduit par une alternance de soleil et de nuages pour ce lundi 28 septembre. 40 de probabilité d'averse au cours de l'après-midi, maximum de 22. Et on parle encore, pour un 28 septembre, le facteur humidex, des températures qui pourraient atteindre 29 degrés aujourd'hui. Ce soir et l'année prochaine, partiellement nuageux, minimum de 18. Demain, alternance de soleil et de nuages, vent devenant du sud-ouest de 20 km/h tard en après-midi, maximum de 24 avec le facteur humidex 29. Maintenant, pour la nuit de mardi à mercredi, ce sont des averses avec un minimum de 13 degrés. Et pour mercredi, de la pluie pour cette dernière journée du mois de septembre avec un maximum de 17. Et pour la première journée du mois d'octobre, eh bien, on nous prévoit une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 14 degrés. Donc, ce sera des températures beaucoup plus fraîches au cours du milieu de la semaine. Pour vendredi, du temps nuageux avec un maximum de 13. Pour la fin de semaine, pour l'instant, ce sont des prévisions à long terme. Pour samedi, du temps nuageux avec un maximum de 11 degrés. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 degrés. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 13 le jour et 3 la nuit. Donc, on a vraiment connu des températures bien au-dessus des normales saisonnières au cours de la dernière fin de semaine. Le soleil s'est levé à 6h37 matin et se couchera à 18h28. La température la plus élevée, alors qu'on a fait l'enregistrement entre 1996 et 2019, il a fait 25,7 en 2014 et moins ou zéro en 2000. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 25,4 degrés pour dimanche le 27 septembre et un minimum au cours de la nuit dernière de 17,2 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,1 kPa à la hausse. L'humidité est à 84 % et les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-est à 15 km/h. Il fait 17 degrés sous un ciel nuageux. Maintenant, pour les heures de la marée, elle sera basse à 10h26 ce matin, haute à 16h09 et de nouveau basse à 22h28. Donc voilà pour les prévisions de la météo. Encore du temps chaud là, pour aujourd'hui et pour demain. Et à compter de mercredi, on aura de la pluie et cette pluie va nous apporter du temps beaucoup plus frais pour la fin de la semaine et même pour la fin de semaine. Donc voilà, ce sont des prévisions naturellement à long terme. Voilà, ça complète. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet.
Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est aujourd'hui, lundi, le 28 du mois de septembre, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 28 septembre. Et d'abord, les oubliés du week-end. Le 26 septembre, samedi, c'était l'anniversaire d'Andréane Quentin. C'est la petite fille d'Yvette et Marius Quentin. Donc, bonne fête, Andréane Quentin. C'était samedi. Dimanche, le 27, c'était l'anniversaire à Sophia Légaré, arrière-petite-fille qui a eu 7 ans, arrière-petite-fille de Marius et Yvette Quentin. Donc, bon anniversaire, Sophia Légaré. Aujourd'hui, le 28, c'est l'anniversaire à Maggie Labrec. C'est de la part de sa mère qui l'aime beaucoup. Bon anniversaire, Maggie Labrec. Aujourd'hui, 28 septembre, bonne fête à Jacques Langevin. C'est de la part de sa belle-sœur Claire. Bonne fête, Jacques Langevin. Bon anniversaire aujourd'hui à Manon Pelletier. C'est de la part de Françoise. Alors, bon anniversaire, Manon Pelletier. Bon anniversaire en ce 28 septembre à Isaac Roy. C'est de la part de grand-mamie. Alors, bon anniversaire, Isaac Roy. On en a plusieurs, ça débute bien la semaine. Bon anniversaire à Jacques Langevin, on l'a mentionné, mais cette fois, de la part d'Huguette. Alors, bon anniversaire, Jacques Langevin, et bon anniversaire en ce 28 septembre à Angèle Chouinard de Montmagny. C'est de la part de ses beaux-parents. Alors, bonne fête, Angèle Chouinard, en ce 28 septembre. Donc, vous pouvez faire comme ces gens et nous téléphoner au 241-1313, poste 229, en tout temps, parce que c'est une boîte vocale pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Peut-être leur faire un cadeau de 25 $ à dépenser au magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, aujourd'hui, en ce 28 septembre, c'est l'anniversaire à Dennis Dawson, sénateur canadien depuis 2005. Éric Lapointe, chanteur, acteur québécois, 51 ans. Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l'Union européenne. Il a 65 ans. Et Brigitte Bardot, actrice de cinéma et Dieu créa la femme et chanteuse française. Brigitte Bardot a 86 ans aujourd'hui. On se souvient des disparus de ce 28 septembre, entre autres en 2000, de l'ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau, qui a été premier ministre. Il est décédé à l'âge de 80 ans. Mariette Maritch, 87 ans, actrice américaine. Également, en 2016, Simone Peres, 93 ans, ancien président israélien, figure historique et prix Nobel de la paix en 1994. En 2015, Michael Burgess, 70 ans, ténor canadien. En 2012, Michael O'Hare, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, 60 ans, acteur américain. Pierre Dansereau, 99 ans, écologiste canadien-québécois, décédé en 2011. Serge Belair, que tout le monde se souvient, cet excellent animateur, 69 ans, décédé en 2010, une grande voix de la radio et de la télévision québécoise. En 2009, Ghislain Bouchard, 77 ans, père de la fabuleuse histoire d'un royaume au Saguenay. En 1989, Ferdinand Marcos, 72 ans, élu président des Philippines en 1966. Et enfin, en 1978, vous vous souvenez sûrement du décès du pape Jean-Paul Ier, à l'âge de 66 ans. Il n'a régné que 33 jours, donc il est décédé en 1978 et c'est Jean-Paul II qui le remplacera et qui sera pape durant plus de 25 ans de mémoire. Là, il me semble que c'est ça, 25 ans. Voilà, ça complète les anniversaires
de ce lundi 28 septembre. Dans quelques instants, eh bien, nous aurons avec nous, parce qu'à compter de ce matin, on devait avoir à tous les lundis Luc Carbonneau qui vient nous parler, parce que vous savez que les matchs de l'Everest seront diffusés sur notre site Internet, cmatv.ca, prochainement. Là, on ne peut plus vous dire de date parce que les parties sont annulées pour l'instant. Luc Carbonneau nous en parlera. Alors, Luc Carbonneau est le commentateur de l'équipe l'Everest. Donc, à tous les lundis, lorsque les matchs reprendront, il viendra nous faire le bilan, nous dire comment ça se passe pour l'Everest. Et c'est lui, en même temps, qui commentera les matchs qui seront présentés sur nos ondes. Il y aura également la nouvelle positive. Il y aura également, on reçoit le Monseigneur Pierre Goudreau. C'est une entrevue qu'on a réalisée jeudi à l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Il sera notamment question de la diminution des assistances dans les églises. Vous savez qu'hier, on a diffusé la messe de 9h30, mais on a fermé l'église au public. Donc, les évêques qui sont un peu choqués de cette situation-là, alors le Monseigneur Goudreau viendra nous en parler en dernière partie de notre émission. Et bien sûr, il y aura les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite donc une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, je m'appelle Mallory. J'adore faire du vélo et j'aime ça aller au parc. À mon école, il y a des filles qui sautent à la corde à danser. Maintenant, je vais pouvoir sauter à la corde à danser avec elles. Grâce aux amphithéâtres, je peux faire tout ce que j'aime. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, on avance, on recule, on joue, on danse la cha-cha. Luc Carbonneau, bonjour. Bonjour Michel, ça va bien? Oui, merci. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup, beau studio. Ben oui, c'est vrai, mais c'est la première fois que tu viens ici. Ben oui, c'est la première fois en plus. Luc, tu es commentateur pour l'Everest. Est-ce que c'est une nouvelle carrière ou est-ce que c'est nouveau? C'est pas nouveau, je vais être bien franc. Au cours des 5 dernières années, j'ai fait de la description de Ligue de hockey junior majeure du Québec, également Midget 3 et aussi annonce en maison pour les Carabins au cours des 5 dernières années. Donc, je te dirais que c'est loin d'être la première expérience là en arrière d'un micro. Bon, puis là, on va faire ça à la télévision bientôt. À la télévision en plus. On augmente le niveau si on veut. Oui, c'est ça. Bien, on espère que ça va se régler rapidement. Dis-moi, parce que là, c'était la Coupe Bauer. Ouais. Explique-nous exactement c'était quoi la Coupe Bauer. Dans le fond, la Coupe Bauer, c'est un tournoi que la Ligue de hockey junior 3 du Québec a décidé d'instaurer de façon à garder les joueurs actifs, notamment en raison des différentes règles paliers que Hockey Québec a décidé d'instaurer cette année à cause, on sait, de la situation actuellement. Donc, on a divisé la Ligue en 4 sections. Il y avait la section Ouest qui comprend les Flames de Gatineau, les Braves de Valleyfield et les Shamrocks de West Island. C'était une première section. Il y avait 4 autres équipes plus Division Nord, 3 autres équipes Division Sud et finalement la division de l'Everest qui inclut les Condors du cégep Beauce-Appalaches et également le Titan de Princeville. Alors, on a décidé de former des sections pour favoriser le déplacement intra-régional. De cette façon-là, le vainqueur de chaque division accède dans le carré d'as et le vainqueur ultime en finale va avoir un laissez-passer aux séries éliminatoires. Donc, la Ligue a créé ce format-là de façon à garder les joueurs actifs et aussi de créer un certain niveau de compétition, même si c'est en ce moment du hockey 4 contre 4. C'est juste parce que, justement, on ne peut pas jouer la saison régulière qui devait commencer le 15 octobre.
Exactement. En fait, la Alors, saison régulière... Regardez les joueurs en forme. Là. Exactement. La saison régulière devait commencer la fin de semaine du 11 septembre. Ça a été reporté à cause que le palier 5-6 n'a pas embarqué au niveau de Hockey Québec. En ce moment, les joueurs évoluaient à 4 contre 4. On avait un maximum de 9 joueurs par match bulle. Alors, les matchs étaient divisés par 2 tranches de 30 minutes. Et par la suite, on devait incessamment passer dans le palier 6, qui aurait permis des affrontements à 5 contre 5 sans contact, encore une fois. Malheureusement, là, on est obligé d'être en mode attente là, pour les prochaines semaines. Il n'y a pas eu de match le 25 septembre, mais il y a eu d'autres matchs dans la Coupe Bauer. Les vrais s'en sortaient comment? Les vrais s'en sortaient très bien. L'équipe a été en mesure d'y aller de bonnes performances offensives. Je pense notamment à Mathis Demers et Jacob Lavallée qui ont également réussi des tours du chapeau contre les Condors du Cégep Beauce-Appalaches et également le Titan de Princeville lors de la première fin de semaine. Alors, au niveau offensif, comme l'avait mentionné Simon Lévier après la séance du repêchage, l'alignement offensif en tant que tel, on a amené des nouveaux joueurs. Par contre, l'équipe est encore très compétitive et va l'être au cours de la saison. 6 saisons régulières, il y a de manière convenable également. OK. Ça a l'air de quoi l'Everest cette année? Parce que, bon, on sait que ce sont des étudiants. Il y en a qui quittent pour les grandes études. Là. Ouais. Ça va comment, l'Everest? Quelle sorte de club on a cette année? Je vous dirais que devant le filet, sans aucun doute, la stabilité reste. On sait Jonathan Labrie, sport de l'Océanique de Rimouski, a goûté un peu au camp de la formation du Bas-Saint-Laurent. C'est lui qui va être le gardien numéro 1 de l'équipe. Il l'a très bien fait en Coupe Bauer. J'avais le terme pré-saison et saison régulière qui chevauche un peu. Mais ça devient mêlant pour tout le monde. Oui, ben c'est ça exactement. Même dans l'équipe, des fois, c'est un peu mélangeant. Mais donc, Labrie est là. Défensivement, vous connaissez Xavier Parenteau. Ça va être vraiment l'une des 2 pièces maîtresses en défensive. En attaque, bon, j'ai parlé de Mathis Demers, notamment Jacob Lavallée également. Élément aussi nouveau à la défensive. Charles-Antoine Élément, c'est un nouveau joueur. Bien entendu, ça va être intéressant également de voir l'évolution de William Robitaille. C'est vraiment un jeune joueur qui a évolué avec les Chevaliers de Lévis l'an passé dans le circuit Midget 3 du Québec. Alors, on a plusieurs nouveaux joueurs, mais Simon Olivier, dans l'équipe de l'Everest, a été en mesure vraiment de trouver un bon mix, si on veut, autant avec les recrues qu'avec les vétérans. Par rapport à la Ligue, oui. On se classe comment, l'Everest? Parce que, bon, il y a de bonnes équipes. C'est quand même un bon circuit. C'est une ligue qui est quand même très, très forte. Elle est très compétitive, effectivement. Oui. Alors, l'Everest se compare à quoi? Est-ce qu'on peut dire qu'on a un bon club cette année? Cette année, c'est sûr et certain, l'équipe a vraiment le potentiel pour être dans le top 6. Ça, je pense qu'on s'en rend compte au sein de l'équipe. L'équipe a vraiment le talent pour être dans le top 6 de la Ligue. C'est difficile de dire si on est meilleur par rapport à telle ou telle équipe parce que vous comprendrez que quand tu peux juste évoluer contre 2 formations depuis le début de la pré-saison, c'est extrêmement difficile également d'évaluer le talent par rapport, je prends par exemple au Fort de Chambly ou encore au Panthère de Saint-Jérôme. Quand tu n'as pas la chance de le coltailler contre eux, c'est sûr que c'est difficile de bien évaluer également le niveau de performance en tant que tel comparativement aux autres formations du circuit. Mais sans l'ombre d'un doute, l'équipe est vraiment partie a le potentiel pour être dans le top 6. On a un bon coach, on a un bon directeur général aussi au niveau du recrutement. On sait qu'il y a eu une nomination récemment, Simon Olivier. Oui, bien Simon Olivier, entraîneur-chef et directeur général de l'équipe. Il y a M. Lacroix également qui est au recrutement, notamment, qui est vraiment à la tête du recrutement aussi. Donc à ce niveau-là, je vous dirais que l'équipe a vraiment des bons hommes de hockey à la tête de l'équipe. Alors, à ce niveau-là, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Puis même, c'est rassurant de voir ces hommes-là être vraiment en charge à l'équipe. Tu sais, on parle de Simon Olivier, puis vous le connaissez dans la région. Il a eu une belle carrière professionnelle également. Donc, quand on parle vraiment de s'entourer d'hommes de hockey, je pense que l'organisation de l'Everest l'a prouvé dans le passé et le prouve actuellement. Luc, on a du temps un peu. On a parlé avec Pierre Bouffard l'autre jour parce que est-ce que ces joueurs-là qui jouent actuellement pour l'Everest ou dans la Ligue peuvent un jour atteindre la Ligue junior majeure du Québec et la Ligue américaine de la Ligue nationale? Est-ce que c'est une Ligue qui pourrait préparer des joueurs à aller un peu haut niveau? Les 2 seuls exemples de Ligue nationale qu'on a vus, bon, vous pensez à David Perron, puis vous pensez également à Martin Saint-Louis. Ce sont 2 joueurs qui ont évolué notamment avec le National de Joliette et David Perron avec les Panthères de Saint-Jérôme. Donc, à ce chapitre-là, oui, c'est possible de se rendre dans la Ligue nationale de hockey. Mais il y a également beaucoup de joueurs qui ont été repêchés par des équipes de hockey junior majeur du Québec qui vont
éventuellement passer dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. D'autres vont tout simplement décider d'aller au niveau universitaire. Notamment, ça a été le cas avec notre ancien capitaine Gagnon, qui était en mesure de signer un contrat avec l'Université McGill. Donc, c'est possible. Il y a vraiment différents parcours qui peuvent s'en suivre par la suite, un coup que vous avez terminé votre carrière de hockey junior 3 du Québec. Vous pouvez, même certains vont même jouer en Europe, que ce soit en Division 2 en France, en Division 1 dans la Ligue Magnus ou encore dans la Ligue suisse ou dans les autres ligues européennes. Donc, c'est un fort calibre qui peut préparer un joueur c'est un très fort d'autres calibre. stades. Oui, c'est un très fort calibre. Il y a des bonnes mises en échec, des bons contacts. Le jeu également est très rapide. Donc, à ce niveau-là, ceux qui recherchent vraiment une bonne différence de calibre, un bon niveau de compétitivité vont le retrouver dans la Ligue de hockey junior 3 du Québec. On voit l'avenir comment, Luc, actuellement, là, ce 28 septembre? Si je sais que c'est toute une question. C'est toute une question. Personne n'a une boule de cristal, là, mais... On devait passer dans le palier numéro 6 de Hockey Québec. Donc, ça aurait permis du 5 contre 5, donc une formation, des matchs bulles de 11 joueurs. On devait passer à cette étape-là. Là, présentement, avec tout ce qui nous pend au bout du nez, disons que ça sent pas bon, on va le dire bien honnêtement. On ne sait pas quand est-ce que les activités vont reprendre, surtout qu'il y a beaucoup d'équipes dans la région montréalaise. Donc, à ce chapitre-là, si jamais ça tombe dans le côté rouge, ça risque de prendre peut-être... Là, c'est de l'estimation personnelle. Là. On n'a pas consulté personne, mais on pourrait parler de facilement encore 2 semaines, peut-être 3 semaines d'inactivité. Disons qu'on est vraiment à la merci du temps. Mais là, comme ces gens-là viennent étudier dans notre région, ils sont au cégep, est-ce qu'il y a une pratique? Est-ce qu'ils peuvent utiliser l'aréna pour garder ces gars-là en forme? Parce que si tu parles d'un arrêt pendant 3 semaines, 1 mois, c'est quand même énorme là, au niveau de l'entraînement, parce qu'on sait que le hockey, ça prend un entraînement régulier. La bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, ils peuvent encore s'entraîner en gymnase. Ça, c'est la bonne nouvelle de 1. De 2, les infrastructures sportives ou loisirs ne sont pas encore fermées. Donc, les joueurs peuvent continuer à s'entraîner à ce niveau-là. Donc, oui, il y a des pratiques en ce moment. Donc, les joueurs sont capables de garder la forme. C'est vraiment la compétition en tant que telle qui, malheureusement, ne peut pas se poursuivre. OK. Alors, on va suivre ça. Il n'y a pas de date. Là, on parlait du 15 octobre pour le début de la Ligue. Bien, pour l'instant, c'est gros point d'interrogation. C'est un gros point d'interrogation et surtout que là, on avait mis la Coupe Bauer vraiment pour enjeu. Donc, je pense la Ligue va décider, certaines formations vont probablement désirer, ça va être notre cas également chez l'Everest, de compléter ce défi-là de façon de peut-être aller chercher une place dans les séries éliminatoires. Donc, c'est sûr et certain que la saison régulière, il y a des grandes chances qu'elle ne commence pas avant que le défi soit terminé. OK. On terminerait le défi, puis après ça, on commencerait la je saison pense parce qu'il y avait régulière. quand même un enjeu qui avait été mis au sein des 13 formations. Donc, à ce chapitre-là, ça serait quand même surprenant là, de ne pas voir, d'aller au bout de ce qu'on avait débuté au sein de la Ligue. J'y ai pas dit, là, mais comme tu connais bien ton hockey, qu'est-ce que tu penses du 6e match avec Dallas et Tampa Bay, si on sort un peu de l'Everest? Je l'ai pas écouté. Ah! Non, je rigole. Sérieusement, ça a été vraiment... Est-ce que tu penses que Dallas va réussir à égaliser les chances ce soir contre le Lightning et peut-être sortir le Lightning? Moi, je vais être obligé de dire non parce que j'avais dit Tampa Bay en 6. OK. J'avais dit Tampa Bay en 6. Au niveau offensif, de la façon dont les trios sont répartis, oui, du côté de Dallas, vous avez 2 bonnes premières lignes. Je pense notamment à Radulov, Seguin, Ben. Vous avez une défensive qui est respectable. Je pense notamment à Kleinberg qui est très efficace. Mais au niveau du Lightning, on a beaucoup plus une profondeur au niveau offensif. On a 3 bons trios qui sont capables de marquer. Et moi, j'ai une carte cachée qui s'appelle Anthony Cirelli, que j'avais vu à la Coupe Memorial en 2015. C'est lui qui avait marqué les 2 buts pour les Rockets de Kelowna, pour les Generals d'Oshawa. Et tout le monde avait des yeux que pour Doug Coley et Michael McCarron. Et on voit vraiment que chez le Lightning, on a beaucoup des joueurs qui sont capables d'embrayer quand c'est le moment, qui sont capables de performer quand ça compte. Je pense qu'au niveau du Lightning, on a très bien joué lors du 5e match. Par contre, Dallas a été plus opportuniste. Bon, au niveau du Lightning, on avait beaucoup à rentrer vraiment dans l'enclave entre les 2 cercles. Alors, ça a peut-être été compliqué un peu pour le Lightning, mais je pense que la troupe de John Cooper va être vraiment en mesure d'aller remporter une 2e Coupe cette année dans l'histoire de la franchise. Le gardien remplaçant, parce qu'on sait que le gardien est blessé actuellement pour Dallas est surprenant. Kulobin, on savait... Il surprend tout le monde. Il surprend tout le monde, effectivement. Écoute, quand tu es bombardé de 40 lancés, normalement, tu es censé plus céder que ton opposant. Puis malheureusement, Vasilevski a cédé une fois de trop comparativement au gardien des Stars. Mais surtout qui prend quand même de l'espace sur la masse salariale. À ce chapitre-là, sera très intéressant. Mais pour les séries en ce moment, c'est pas surprenant aussi de voir un gars comme Radulov performer.
Ça, je pense qu'on l'avait vu avec le Canadien en 2017, lors de la série contre les Rangers. Ce joueur-là est capable de performer quand que ça compte. Malheureusement, c'est plate aussi, je pense à des gars comme Tyler Seguin qui attendent que ça de remporter une Coupe Stanley et qui ont le talent aussi de bien s'entourer. Alors, moi, je reste... Est-ce qu'on pourrait résumer en disant que le Lightning a la vitesse et Dallas a le poids? Parce que quand même, beaucoup de parfait. poids. Tu viens de mettre le doigt sur des le gros joueurs, Dallas. Quand tu parles de Radulov, c'est quand même... C'est un gros joueur qui aime jouer physique. Alors, à ce chapitre-là, c'est sûr et certain que les Stars, et ça a toujours été le modèle dans l'Ouest. On l'a vu dans les 20 dernières années aussi. C'est tout le temps l'importance d'avoir une bonne équipe physique qui est capable de s'imposer. Et dans l'Est, ça a toujours été un style de hockey qui est beaucoup plus rapide. Donc, à ce chapitre-là, c'est pas surprenant de voir Tampa Bay excéder avec la vitesse, même si on est quand même assez gros relativement en défensive. Donc, ce soir, tu donnes la victoire à Tampa Bay? Je donne la victoire à Tampa Bay, désolé aux partisans des Stars. Luc Carbonneau, il connaît ça hockey, c'est ça qui est le fun. On va avoir l'occasion de se revoir aussitôt que les matchs de l'Everest vont reprendre. Tu vas pouvoir d'abord décrire les matchs sur CMA TV et aussi pouvoir revenir nous donner les résultats puis commenter les résultats du week-end ici tous les lundis matins. Oui? Merci beaucoup, Michel. Merci, Luc. Luc Carbonneau, commentateur sportif pour le Club L'Everest. On s'arrête. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Clinique Dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La Clinique Dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. À Montmagny, 248-7242. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 28 septembre, la ville de Montmagny qui inaugure la nouvelle piste de Pump Track CN. Littéralement prise d'assaut par les amateurs de planches à roulettes, de trottinettes, de patins à roues alignées et de vélos de type BMX, tout juste après que l'infrastructure ait été asphaltée. La toute nouvelle piste de Pump Track CN, aménagée au Parc Saint-Nicolas, a officiellement été inaugurée mercredi en fin d'après-midi par la ville de Montmagny. Amorcés au printemps dernier, les travaux d'aménagement de ce spectaculaire parcours asphalté ont nécessité quelques 160 000 $ d'investissement. Et pour doter la population magnoise de cette impressionnante infrastructure récréative, la Ville a pu compter sur l'appui du CN, qui a contribué au projet sportif à la hauteur de 60 000 $. Considéré par plusieurs comme l'un des plus beaux parcs à caractère familial du Québec, et avec raison, le Parc Saint-Nicolas est un site récréatif des plus complets, faisant l'envie de plusieurs municipalités au Québec. Avec sa piste cyclable asphaltée de 1,3 km, ses jeux d'eau, ses modules de jeu et ses terrains de fer, de volleyball, de pétanque, ainsi de shuffleboard et de pickleball qui s'ajouteront l'an prochain, il est l'endroit parfait pour se divertir ou se détendre entre amis ou en famille. Donc, la Ville de Montmagny qui inaugure la nouvelle piste de Pump Track CN. La nouvelle positive. Une présentation du Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet. Organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. 248-7242. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Solidarité Cancer est un volet très actif au sein du Centre d'action bénévole. Comme son nom l'indique, la mission de ce volet est de soutenir et de combler les besoins d'entraide, d'information, de formation, de sociabilisation et de partage des gens touchés par le cancer. La clientèle, composée de personnes vivant ou ayant vécu un cancer ainsi que leurs proches, habite sur le territoire desservi par le CAB, soit la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet. L'offre de services est très diversifiée, en groupe ou en soutien individuel. Voici les principaux services. Les déjeuners d'amitié. Cette activité regroupe un grand nombre de participants. Ils sont offerts sur une base mensuelle à Montmagny, à Saint-Adalbert et à Saint-Jean-Port-Joli. Cette activité donne l'occasion aux participants d'échanger sur leur vécu, de partager leurs émotions et de transmettre un vent d'espoir aux participants qui sont en période de traitement. De plus, à chaque mois, un sujet différent est abordé pendant le déjeuner, soit par l'intervenante en lien avec le groupe ou par un conférencier. Des sujets aussi variés que la médication, le testament, le rire et l'activité physique sont présentés. L'éventail des sujets reflète les besoins et les intérêts des participants. Pour les gens en post-diagnostic et ou ceux en traitement, une intervenante va les rencontrer à leur domicile afin de s'assurer que leurs différents besoins en lien avec le cancer trouvent une réponse, que ce soit par le CAB ou en référant les gens au CLSC ou autres professionnels de la santé. De plus, l'intervenante leur présente les différentes sources d'aide financière et les aide à compléter les formulaires. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. Pour les dames ayant besoin de prothèses capillaires, l'organisme offre un service de prêt au coût de 20 $ pour une année. Un autre service fort pertinent pour les gens ayant des traitements ou des rendez-vous médicaux, ils peuvent bénéficier du service d'accompagnement médical. À cet effet, un bénévole va chercher la personne chez elle, l'amène à son rendez-vous et demeure avec elle jusqu'au retour à la maison. De plus, lors des traitements reçus à l'hôpital de Montmagny, chaque patient reçoit un sac avec une couverture de polar. Cette attention se veut un moment de douceur et de chaleur que nous leur offrons pendant cette période exigeante. À noter, les couvertures sont brodées par des dames qui ont déjà vécu le cancer. En terminant, d'autres activités et services sont offerts durant l'année, tels que l'activité physique avec rythme santé, activité anti-stress, méditation, activité sociale. Le tout dans le but de toujours mieux répondre aux besoins des personnes concernées par le cancer. Ça fait 5 ans à peu près que je suis dans Solidarité Cancer. On ne parle pas seulement de la maladie, on parle de toutes sortes de choses comme on a des conférences avec certaines notaires, pharmaciens. Je me suis fait des liens, même que j'en ai des copines qui sont maintenant parties d'un autre côté, que j'ai pas d'adresse. Okay. Mais quand même, c'était agréable de côtoyer avec eux autres puis de parler de ce qu'ils avaient vécu. Ça a été une belle amitié. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Oh, lâchez-moi avec votre musique. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, on se retrouve à l'église de Saint-Jean-Port-Joli et notre invité aujourd'hui, c'est Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne. On voulait le rencontrer parce que, d'abord, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Montmigny. Et merci de nous accorder cette entrevue parce que vous êtes très occupé ces temps-ci, là, avec Réunion des évêques du Canada. Et là, cette semaine, comme ce sera diffusé lundi, avec les évêques du diocèse de Québec. Donc, on pouvait réaliser cette entrevue-là jeudi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Puis pour moi, c'est important aussi de répondre aux médias. Cette semaine, en parlant de mardi, je crois, vous avez mis un texte sur Facebook qui démontrait votre mécontentement face à la nouvelle règle de la santé publique du fait que maintenant, dans les églises, c'était 25 personnes. Alors, c'est justement en vous lisant que j'ai pensé vous inviter, justement, pour qu'on puisse en discuter. Qu'en est-il exactement? Bien, écoutez, moi, je dois vous dire que d'abord, depuis le début de la pandémie, c'est bon de savoir que les communautés catholiques partout au Québec ont vraiment fait un grand effort, ont apporté leur contribution pour mettre en pratique des mesures dès que le déconfinement a été autorisé. D'ailleurs, on a tout un protocole très sécuritaire dans les églises. Et les gens sont vraiment exemplaires dans les églises. Ils montrent une belle collaboration. Mais je vous avoue que dimanche soir, quand j'ai appris par la Direction nationale de la santé publique des mesures renforcées pour restreindre nos rassemblements dans les lieux de culte et qu'on n'était pas mis dans les catégories comparables, soit salles de cinéma ou salles de spectacle, qui peuvent continuer, eux, d'accueillir jusqu'à 250. Je m'en réjouis, très bien. Mais quand j'ai appris que nous, on s'est diminué à 50, voire à 25, écoutez, j'avais vraiment de l'incompréhension. J'étais très déçu et même choqué d'entendre vraiment cette prise de parole du gouvernement à propos d'une diminution des rassemblements des églises. Ça a beaucoup d'impact là, actuellement. On dirait que le gouvernement n'est pas très conscient de l'impact que ça a. D'abord, je pense que certains dirigeants auraient intérêt à voir ce qui se passe dans les églises, de voir le bon fonctionnement des églises. C'est faux de dire que dans nos églises, actuellement, on chante. On ne chante pas, là. Il y a un protocole qui fait qu'on a voulu limiter les risques de propagation. Il y a juste une personne attitrée au service du chant. Les gens ne chantent pas dans l'assemblée, gardent leur distance, se lavent les mains, portent un couvre-visage. Donc, il y a des mesures qui sont vraiment très, très bien. Alors, dans ce sens-là, je ne comprends pas cette décision qui fait en sorte que dans nos églises, au moment où il y a beaucoup d'espace, on peut prendre une distance, qu'on soit restreint à 25, entre autres dans la région Chaudière-Appalaches, ou 50 dans la région du Bas-Saint-Laurent, alors que dans les salles de spectacle, c'est autorisé. Est-ce qu'une église, c'est un milieu plus contagieux que dans une salle de spectacle ou encore dans une salle de cinéma? À mon avis, non. Le docteur Arruda semble dire qu'il a certaines, selon sa littérature, c'est pas le cas, mais j'aimerais bien connaître ses sources. Il les a pas mentionnées. Il était assez fuyant d'ailleurs lorsqu'il a répondu aux journalistes sur cette question. Donc, à mon avis, je pense que c'est important de dénoncer. Il y a là une injustice. Et ce que je demande au gouvernement, c'est pas une faveur. Je suis pas là pour demander une faveur au gouvernement, mais une justice, que ce soit équitable. Je pense que les catholiques ou les autres membres de d'autres confessions religieuses sont aussi des citoyens, des citoyennes à part entière et ont le droit au même traitement de justice. Si on reconnaît dans les salles de spectacle, dans les cinémas, qu'on peut se rassembler jusqu'à 250 selon des mesures et qu'on a des mesures aussi dans nos églises, moi, à mon avis, on peut très bien le faire également ici. Vous êtes tous les après-midi de la semaine en visioconférence au moment où on réalise l'entrevue avec les évêques du Canada. Et au moment où l'entrevue sera diffusée dans la semaine, ce sera avec les évêques du Québec. Est-ce que actuellement, avec les discussions que vous avez avec les évêques du Canada, est-ce que ce point-là est discuté? Bon, parce que on sait que les églises ont été fermées pendant quelques semaines. Après ça, on a décidé, avec le déconfinement, on a réouvert les églises avec des conditions vraiment très difficiles, là, parce que je sais que
On a parlé avec le curé Michel Talbot récemment sur nos ondes. Et là, maintenant, on revient qu'on referme. Alors, est-ce que les évêques ont du pouvoir par rapport à un certain moyen de pression? Je ne sais pas si vous en discutez. Oui. Écoutez, c'est sûr qu'on n'est plus dans les années 50 où l'Église avait une préséance dans l'État, puis on reconnaît ça. On sait que l'État, son gouvernement a son rôle, l'Église a un autre rôle sur le plan spirituel. C'est plus la même place dans la société, mais on tient quand même à prendre notre place aussi, parce qu'on est formé de citoyens et de citoyennes. Alors oui, les évêques du Québec, les évêques du Canada en discutent beaucoup. C'est bon d'abord au niveau du public, de la population, de savoir que dans les églises catholiques actuellement, il n'y a pas eu de foyer d'éclosion, de contamination du coronavirus, de la COVID-19. Pourquoi? Parce que les mesures ont été bien mises en application et respectées, et on veut continuer à le faire également. Mais il y a aussi des conséquences qui sont malheureuses. Vous savez, les paroisses accompagnent les familles dans plusieurs étapes de leur vie, dont tout particulièrement, entre autres, les décès lors des funérailles. Et actuellement, ça crée beaucoup d'insatisfaction de la part des familles endeuillées qui se réunissent dans les églises et qui souhaitaient, bien sûr, accueillir leurs proches. J'ai 2 cas, que ce soit à Montmagny, que ce soit à Rivière-Ouelle, où on attendait plusieurs membres de la famille. Et là, on est rendu à 50, à 25. On doit réduire beaucoup les participants. Vous savez, il y a déjà un deuil qui se vit, une peine, puis en plus, quand on ajoute cette pression-là, c'est pas facile à vivre le deuil. Donc, et quand on regarde dans les entreprises funéraires, dans les chapelles actuellement, il n'y a pas eu la même consigne du gouvernement de restriction des mesures. C'est un bon point, là. On met cette restriction dans les églises, mais on ne le fait pas dans les chapelles. Oui, je me réjouis très bien si c'est comme ça pour les entreprises funéraires, mais ce que je demande au fond, c'est la même justice, le même traitement, autant dans les entreprises funéraires que pour les églises, d'autant plus que nous, on a beaucoup plus d'espace qui permet une sécurité sanitaire en ces temps. Il faut dire aussi qu'il y a d'autres impacts. D'abord, les gens, je pense, qui viennent à l'Église, ils viennent pour se réunir, pour prier, pour trouver aussi du réconfort, du soutien, de l'encouragement. Vous savez, le temps de pandémie qui perdure, c'est quand même pas facile à vivre pour bien des personnes. Et s'il y a un lieu qu'on peut se déposer, recevoir, je dirais, oui, un peu de réconfort, de soutien, c'est lors de nos célébrations. Et je trouve ça juste regrettable que par les mesures plus restrictives et voire, je dirais même discriminatoires, on prive des personnes de pouvoir avoir ce soutien. Parce qu'à des endroits, je donne l'exemple justement à Montmagny, la paroisse a préféré fermer ses portes le dimanche que de se rassembler juste à 25 puis d'être obligé de refuser des gens à la porte. C'est pas humain, c'est difficile à faire. L'autre aspect aussi, il faut quand même le traiter sur le plan financier. Il y a des communautés paroissiales qui actuellement accusent des déficits assez importants en raison des mesures qui se resserrent de plus en plus contre les églises. Alors là aussi, on se dit, est-ce que le gouvernement montre la porte, à savoir au fond qu'il souhaiterait presque que les communautés chrétiennes disparaissent de la place publique? Alors moi, je pense que c'est très maladroit. C'est très important de reconnaître que ces communautés ont un apport sur le plan spirituel, mais un apport aussi au niveau des fois d'engagement communautaire qu'ils ont auprès des gens qui luttent contre la pauvreté, auprès de malades, auprès de différents groupes de personnes. On est partenaire dans une société, peu importe, c'est une société pluraliste. Alors, je pense que c'est important de le reconnaître aussi. Est-ce que vous avez fait part de votre mécontentement face à la santé publique? Est-ce qu'il y a une demande de la part des évêques? Vous disiez que vous aviez un président. Là, oui. Alors, oui. Comment ça fonctionne d'abord? Oui. Les évêques du Québec, au fond, s'élisent, forment une assemblée et se nomment en élection un des leurs qui devient le président de l'Assemblée des évêques du Québec. Et donc, c'est lui qui est plus en contact direct avec le gouvernement. Mais sur le plan local, je pense qu'on a nos députés. Et c'est important de les interpeller. Alors, le lendemain de mon communiqué que j'ai diffusé publiquement, j'ai cru bon aussi d'interpeller nos 2 députés qui sont sur le territoire du diocèse, Mme Proulx, M. Tardy, par une lettre pour leur expliquer la situation et les interpeller à intervenir aussi, tout simplement pour que leur gouvernement puisse classer autrement les lieux de culte, comme les salles de spectacle et aussi les cinémas. Et dans ce sens-là, j'encourage beaucoup les citoyens, les citoyennes qui ont à cœur cette cause aussi d'interpeller leurs députés en leur écrivant.
Et la réponse? Bien, écoutez, je l'attends toujours. J'ai eu jusqu'à présent une réponse électronique quelques secondes après. J'espère avoir une réponse. OK. Mais vous n'avez pas eu de réponse officielle ni de la ministre, ni de M. Tardy le jeudi au moment où on réalise l'entrevue? Tout à fait. Actuellement, c'est silence radio. On va s'arrêter quelques instants, Monseigneur Goudreau. On va revenir, on va parler justement des paroisses, l'avenir des paroisses, l'avenir de notre Église dans notre région et l'homme aussi. D'accord. Comment l'homme, un nouvel évêque dans notre région, comment on vit ça, une situation comme on vit depuis le mois de mars. Alors, on revient avec notre invité, Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne, dans quelques instants. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue Laure. Développement Laure Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Ouais ben, t'es rendu là. La fameuse croisée des chemins. Un de ces chemins-là te mène directement où tu veux être. Mais lequel? Une chance que t'as plus d'un tour dans ton sac. Tu connais les guides en emploi et en formation de Sac à dos. Sac à dos, c'est un service gratuit offert par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Un service personnalisé qui met à ta disposition des guides expérimentés qui t'accompagnent vers ton objectif ultime. Et plus loin encore. Peu importe ton âge et ton bagage, Sac à dos t'équipe pour ton aventure. Sac à dos peut planifier avec toi ton retour à l'école. Jaser de ton changement de carrière, t'accompagner pas à pas pour remplir les longs formulaires d'inscription et te mettre un diplôme en poche en reconnaissant tes compétences. Pas pire, hein? Que tu veuilles entrer sur le marché du travail rapidement ou rencontrer ton objectif à ton rythme, dis-nous où tu veux aller et ton guide Sac à dos va explorer avec toi le chemin le plus efficace pour y arriver. Viens nous rejoindre sur tonsacado.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne. Monseigneur Goudreau, vous en avez parlé un petit peu dans la première partie. Le curé Michel Talbot en a parlé lorsqu'il est venu nous voir. 22 paroisses pour un curé, on sait que c'est un peu beaucoup trop pour un seul homme. Là. Bon, c'est sûr qu'il y a des équipes de pastorales, là. Il n'est pas tout seul. Mais vous voyez l'avenir comment par rapport à... parce que vous, c'est toutes les paroisses du diocèse. Là. Vous voyez l'avenir de notre Église avec un grand E, comment? Et l'avenir des églises avec un petit E, c'est les bâtiments. Comment vous voyez l'avenir avec ce qu'on vit actuellement, cette pandémie qui ne nous aide pas? Là? Oui. Bien, écoutez, c'est une question qui est bien sûr importante. Moi, comme pour d'autres personnes, ce que je vois, c'est sûr qu'il y a un clair-obscur, hein? C'est pas tout clair dans le détail, mais je dirais qu'il y a comme une constante qui s'installe dans mon cœur, en moi, qui est quand même, je dirais, de la confiance en l'avenir. Je ne suis pas seul, il n'y a pas un catholique qui est seul non plus, on forme communauté, on est ensemble. C'est sûr qu'on connaît actuellement un certain dépouillement. Hein? À des endroits, on est moins nombreux, il y a des endroits qui se sont dépouillés ou qui ont transformé leur lieu de culte, leur église paroissiale. Il y a des activités différentes, mais il n'y a pas moins de vie, par exemple. Il y a des communautés un peu plus petites, mais vraiment vivantes. Et c'est le défi qui nous est proposé, c'est le défi de l'Évangile, d'essayer de voir, dans le contexte que nous vivons, dans ce monde d'aujourd'hui, on est appelé quand même à faire Église autrement, à être peut-être, ce petit grain de sel qui est petit, mais qui, dans la pâte, peut donner du goût, de la saveur. C'est la même chose dans le monde aussi. Les communautés catholiques sont plus petites qu'autrefois, mais elles sont appelées à donner aussi une saveur, la saveur de Dieu. Alors, comment voir l'avenir? Alors, je pense que nous aurons sûrement à poursuivre la conversation ensemble avec d'autres pour voir, mais il y a déjà des pistes qui s'ouvrent, qui sont intéressantes à regarder. On voit qu'il y a des communautés, par exemple, qui développent une solidarité plus grande entre les paroisses, une solidarité interparoissiale pour s'entraider, pour partager la mission. Autrefois, c'était chacun chez soi, son clocher. Ouais. Alors déjà là, c'est un signe d'avenir. Les gens s'ouvrent plus. Les gens s'ouvrent plus, veulent s'entraider.
Un deuxième aspect, je pense aussi, de la mission pour aujourd'hui et demain, bien, vous l'avez mentionné, c'est le travail d'équipe. Aujourd'hui, une personne seule ne peut pas arriver à accomplir, au fond, la mission de l'Église. Alors, on découvre qu'on travaille en équipe. C'est une richesse, chacune avec nos talents. Donc, à bien des points de vue, de dire, on va porter ça ensemble. Hein? On va essayer de travailler ensemble. Un troisième aspect de l'avenir, je pense qu'aussi, il va falloir peut-être diversifier nos lieux de rassemblement. On était habitués jusqu'à présent, et on va le continuer dans la mesure du possible, des rassemblements à l'Église pour écouter la parole, célébrer l'Eucharistie. C'est un lieu par excellence. Mais peut-être qu'on découvre avec la pandémie, on s'est rassemblés autrement. Hein? On s'est rassemblés parfois de manière virtuelle. On s'est rassemblés après le confinement dans nos maisons, quelques personnes ensemble autour d'un partage de la parole. On découvre qu'à être Église, c'est pas juste dans le bâtiment d'Église. Hein? Il y a d'autres manières aussi de vivre l'Église. Alors, c'est un petit peu ce qu'on sera appelé sûrement à explorer aussi dans l'avenir. Est-ce que, quand on parle de difficultés financières de paroisse, on en a parlé un peu, est-ce que c'est le travail du diocèse? Est-ce que c'est la mission du diocèse? Est-ce que vous allez en venir à fermer certaines paroisses? Ou est-ce que ça regarde le diocèse? Ça regarde la fabrique? En fin de compte, qui prend la décision? Est-ce que ce sont les gens en place? Oui. Ou encore, est-ce qu'il faut consulter le diocèse? Comment ça fonctionne? Bien, au fond, chaque communauté, qui est aussi légiférée par une loi civile, qui est la loi des fabriques, s'occupe à avoir à la gestion de ses biens, de son patrimoine. Alors, il y a même un conseil d'administration qu'on appelle un conseil de fabrique qui voit à cela. Donc, et actuellement, il y a plusieurs fabriques, c'est beau de le dire, dans le diocèse, qui ont pris des décisions courageuses, soit pour renouveler des activités pastorales, ou soit même pour penser autrement leur bâtiment qui devenait un peu difficile à soutenir, soit qu'on a partagé l'utilisation en faisant une salle à usage multiple, tout en conservant un lieu, quand même chapelle. Alors ça, c'est des avenues intéressantes. Il y a eu des beaux partenariats qui sont faits avec les municipalités également. Mais je pense que jusqu'à présent, le diocèse a manifesté, je pense, beaucoup d'ouverture, de patience aussi à ce que ces communautés-là se prennent en main, continuent à proposer des idées. Mais je pense que pour soutenir ces initiatives-là, le moment était venu d'avoir un comité diocésain d'accompagnement des communautés pour les aider peut-être à leur faire voir certaines pistes d'avenir, leur apporter conseils, les soutenir. Il y a des communautés qui sont très proactives. Malheureusement, il y en a certaines qui se disent, bien, d'autres s'en occuperont. Hein, nous, on va maintenir ça en place. Alors, des fois, c'est un comité qui peut juste aider à faire voir l'urgence aussi maintenant de bouger. Hein? Alors, il y aura sûrement là, des interpellations qui vont se faire pour aider ces communautés chrétiennes justement à essayer de voir comment on peut mieux se prendre en main. Quel est l'avenir pour le bâtiment? Quel est l'avenir pour notre communauté de foi aussi? Est-ce que vous parlez avec les évêques du Canada? Est-ce que il y a qu'au Québec qu'on vit une telle situation ou si c'est à la grandeur du pays? C'est à la grandeur du Québec, à la grandeur du Canada, puis je dirais même à la grandeur des pays d'Occident actuellement, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Europe. On est tous touchés par ces changements qu'on vit dans l'Église catholique. Qui est dû à un questionnement? Qui est dû, je pense aussi, il y a tout un changement de société. Quand même, la société, en général, n'a plus les mêmes points de repère, a peut-être perdu beaucoup de points de repère religieux. Il y a des gens pour qui encore les valeurs chrétiennes, la foi, c'est important, mais d'autres, on le sait très bien, c'est plus ce qui est important. Alors, c'est ce qui a donné lieu à la désaffectation en nombre, entre autres, des églises. Mais il y a encore quand même un bon nombre de familles pour qui inscrire leur enfant à la confirmation, c'est important. Pour qui se marier à l'Église, c'est important. Pour qui célébrer les funérailles de l'un des leurs, c'est important. Alors, le baptême donc, aussi, parce qu'on me dit qu'il y a encore passablement de baptême dans les communautés. Alors tout à fait. Alors, ce qui fait que, bon, ben c'est important aussi de dire comment on peut continuer à offrir aussi des services, mais accompagner aussi des personnes dans leur cheminement de foi et les aider à être Église différemment aujourd'hui. Vous êtes un jeune évêque. Vous venez de nous arriver, ça fait juste 1 an que vous êtes chez nous. L'homme derrière l'évêque, comment est vu ça, cette situation-là? Ouais. Parce que c'est au niveau de devenir évêque, c'est un plan de carrière aussi, là, mais un cheminement pour vous. Qu'est-ce que c'est pour l'homme que de vivre une telle situation comme vous vivez, les églises qui se vident, la pandémie qu'on vit? L'homme vit ça comment?
Bien, écoutez, d'abord, je vois comme homme que le temps passe vite. Hein? Alors, de vous dire, M. Montminier, au fond, ça fait déjà 2 ans et demi, là. Oui, oui, je commence à... Oui, le temps passe vite, effectivement, parce que je me souviens de vous avoir reçu à nos studios. C'est ça, le temps passe vite. Vous veniez d'arriver. Ça fait déjà 2 ans et demi. Alors, tranquillement, je prends racine. À titre personnel, je peux confirmer que le transfert de ma région d'origine, l'Abitibi, jusqu'ici, dans le bas du fleuve, se fait très bien. Je suis très heureux ici. J'aime beaucoup les gens. Je trouve les gens très sympathiques, chaleureux, accueillants. Comme évêque, maintenant, comment je vois ça? Bien, c'est d'abord un service que j'ai accepté de rendre. Autrement dit, je n'ai pas couru après. Là, on me l'a demandé. J'ai accepté de rendre ce service. C'est sûr qu'il y a des défis. Les défis sont nombreux actuellement. La pandémie est venue ajouter un certain nombre de défis. Mais aussi, vous savez, au fil de l'histoire de l'Église, en 2000 ans, à chaque siècle, il y a eu sa part de défis. Et moi, je me dis que je ne suis pas seul. Les défis, comme évêque, je ne vais pas les relever seul. J'ai à cœur de travailler avec d'autres, en équipe, de consulter, de déléguer. Alors, je me dis, on est ensemble dans cette barque qui est la vie de l'Église aussi. Alors, je suis confiant, je suis habité d'espérance. Et ça m'invite sûrement de la souplesse, à essayer de voir comment on va pouvoir continuer à naviguer différemment. L'essentiel, c'est qu'on demeure des disciples de Jésus-Christ, qu'on soit habité de son message de foi, d'amour, de valeur, et qu'on en rayonne dans le monde. Alors, on va voir ensemble comment on va poursuivre la navigation. Gardez cette bonne humeur, parce que c'est ce qui vous caractérise. Ce que je sens aussi, c'est que vous êtes un homme très apprécié dans la communauté. Donc, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Et si vous avez besoin d'informer la population, CMA-TV sera toujours là pour vous. Bon, merci beaucoup. Puis merci à la population aussi qui s'intéresse, aussi qui participe à nos activités. Merci beaucoup. Merci. Monseigneur Pierre Goudreau, évêque du diocèse de Sainte-Anne, on s'arrête. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. L'Arc-en-Ciel de Montmagny est un organisme de services essentiels qui offre du répit et de l'hébergement pour les personnes de tout âge vivant avec des limitations variées. Notre équipe est actuellement à la recherche de préposés aux personnes handicapées. L'expérience vous tente? Communiquez avec nous au 248-3055 ou par courriel à contact@arc-en-ciel-rpph.com et procurez-vous nos sacs réutilisables chez nos commerçants partenaires. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors voilà, dans l'actualité, d'abord sur la scène locale et régionale, 38 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Vous savez qu'hier, on a annoncé 896 cas de plus. C'est beaucoup. Et là, on veut déclarer, ou on aurait déclaré, du moins dans le Journal de Québec ce matin, on nous dit que Québec et Montréal sont considérés maintenant comme des zones rouges. Et au cours de la journée, j'ai l'impression qu'on va avoir encore un autre point de presse du ministre de la Santé qui va nous dire exactement ça va être quoi les mesures, parce qu'on nous parle de mesures difficiles. On nous parle également qu'encore une fois, les bars et les restaurants pourraient, je le dis bien au conditionnel, et c'est d'ailleurs comme ça que c'est interprété dans les différents quotidiens ce matin, pourraient être à nouveau fermés. Alors, je pense que tout le monde en a plein. C'est pas évident à vivre tout ça. Et moi, je pensais vraiment qu'on passerait à côté de cette nouvelle vague.
mais il semble qu'on ait les 2 pieds dedans. En tout cas, c'est à suivre, mais il y a quand même une forte augmentation. Là. Hier, 896, il me semble que c'était autour de 600 samedi. C'est sûr que là, il y a de plus en plus de dépistage. On parle de 36 000 en fin de semaine. C'est quand même du monde. Donc, 900 sur 36 000, mais c'est 900 de trop. Alors, c'est toujours un de trop. Donc, 38 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Justement, concernant ce virus, le comité organisateur de Montmagny des fêtes du 375e qui revise sa programmation. C'est sûr que, vous savez qu'on n'organise pas des fêtes de 375e, là, et on dit, bon, 2 semaines avant, il n'y aura pas de problème. C'est quand même à très long terme qu'on doit organiser des festivités et faire les réservations nécessaires, que ce soit des artistes ou peu importe ce qu'on veut présenter comme programmation. Ça se prépare au moins 1 an d'avance. Donc, on avait déjà commencé à préparer cette fête. Mais là, justement, en raison de cette bébite, là, eh bien, là, on dit que ça pourrait plus être sous forme de legs. Donc, ce sera à suivre. Du moins, c'est ce que le coordonnateur des fêtes, Jean-François Roy, nous a mentionné. Malgré l'annulation du défi à la place Montel, la campagne Défi Tête rasée le camp mobilise la région. Bon, déjà, il y avait des gens, il y avait une vingtaine de personnes qui avaient accepté de passer là, sous le rasoir pour donner et participer à cette campagne de financement sous la présidence, la coprésidence d'honneur de Marc-Antoine Leblond, qui est copropriétaire chez André Ouellette, et également Daniel Lachance, qui est pharmacien. Donc, on avait 2 coprésidents. Il semblerait que cette semaine, là, ce sera les clôtures ou la clôture de la campagne de financement et que les 2 coprésidents devraient se faire raser. Donc, on va y aller probablement de façon virtuelle. Et les 20 autres personnes là, qui avaient accepté de se faire raser samedi à la place Montel, il semblerait que le tout soit complété cette semaine. Donc, on aura probablement des images à vous présenter, du moins je l'espère, qu'on nous fera parvenir des images pour qu'on puisse vous présenter de la façon que tout ça s'est terminé, cette campagne de financement du défi Tête rasée le camp, qui a pris une drôle de forme cette année, soit dit en passant. Nouvelle mesure préventive dans les infrastructures récréatives de la ville de Montmagny, donc particulièrement dans les arénas. Donc, si vous devez vous rendre dans les infrastructures de la ville, il est peut-être préférable que vous vérifiez auprès de la ville là, pour vous assurer là, que vous pouvez vous rendre en toute sécurité dans vos déplacements dans les infrastructures de la ville de Montmagny. Québec et Montréal passent au rouge, on l'a mentionné. Le match de l'Everest qui devait avoir lieu vendredi dernier, le 25 septembre, ça a été annulé. Et là, ben, on ne sait pas trop quel bord ça va prendre, mais on va vous informer. Je pense qu'avec Luc Carbonneau, qu'on a reçu ce matin, et qui doit être là à compter tous les lundis, lorsque les matchs reprendront, eh bien, on vous donnera les nouvelles les plus récentes et d'ailleurs les matchs qui seront diffusés sur nos ondes. Et il y a eu plusieurs parties de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Est-ce que les activités vont se poursuivre avec ces nouvelles mesures? C'est à suivre. Vous rappelez que l'assurance-emploi, maintenant, qui entre en vigueur, la PCU, eh bien, c'est terminé. Alors, si vous devez ou vous avez des besoins en ce sens-là, ce sera l'assurance-emploi et non pas la PCU. Et les enfants peuvent retourner à la garderie. C'est une bonne nouvelle. Une semaine après le déclenchement de la grève générale illimitée dans les garderies en milieu familial, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec a trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement provincial. Donc, c'est une bonne nouvelle. Francis Rouleau, directeur général de IGA, sera avec nous demain. Bonne journée. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Le monde entier n'est qu'une collection de souvenirs qui me rappellent qu'elle a vraiment existé. Et que je l'ai perdue. Ceci est notre histoire, à Tessa et à moi. Notre dépendance est à la fois plaisir et douleur. Tu m'as fait mal, je peux pas te pardonner. Tessa, donne-moi une autre chance. Y a personne d'autre pour moi, Tessa. Personne. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634.